Bonsoir, merci de nous accueillir chez vous. Il est 19h passé d'1 minute. Vous êtes sur la première. Bienvenue le samedi 2 octobre. L'information du Fédénois, c'est maintenant. Voici les titres de la soirée. Des immeubles de 3 étages face à la mer, à toit ou tout. Une résidence de luxe pourrait sortir des cartons. Sur un terrain de plus d'1 hectare, les habitants s'interrogent. Les riverains s'en inquiètent. Une pétition et un cahier de doléances circulent dans ce district. Mais rien n'est encore officiellement signé. Ambiance sur place dans quelques instants. Vivre, c'est lutter, dit le poète, et pour le cancer, c'est souvent aussi le conseil du médecin. Ne pas renoncer et surtout prévenir. En ces jours d'Octobre Rose, la question du dépistage est centrale, un leitmotiv. Et puis il y a aussi la vie, la force des jours à traverser. Nous avons rencontré Vaea, cette maman de 4 enfants, nous dira ses années de lutte contre la maladie. Ce matin, elle participait à un shooting photo. Et une invitée pour parler d'Octobre Rose, il s'agit de Prisca Arthur, médecin radiologue, spécialiste du sein au CHPF. Nous parlerons du cancer du sein et surtout de l'obligation du dépistage. Prévenir, c'est le meilleur moyen de guérir. À tout à l'heure, madame, et merci. Les terres sèches et la menace d'incendie n'a jamais été aussi intense. Le manque de pluie au Marquis cette année entraîne une sécheresse à nul autre pareille. Cette vérité, certes un peu moins forte au niveau de ses effets, concerne également toute la Polynésie. Nous irons à Wapo écouter le désarroi de la population qui attend vainement un signe des cieux. Du quai à la route, il n'y a parfois aucun détour. Les étals de poissons sont nombreux dans les villes de l'agglomération. La plupart du temps, ce sont des organisations familiales. Un parent pêche dans les îles, un proche vivant à Tahiti vend le produit. Les consommateurs ont leurs habitudes. Nous dirons comment tout ceci fonctionne à partir de l'exemple de la famille Parker. Le calme avant la tempête, disons, pareil à l'orage, des voies qui commencent à monter, comme les immeubles prévus, à toit ou tout. 2 immeubles de 3 étages, le terrain 1 hectare face à la mer, idéal. Les riverains s'attendent à une balafre dans le paysage, avec un environnement forcément dégradé. Côté mairie, l'impact économique est vu avec beaucoup d'intérêt. Les données du débat et du conflit éventuel avec Suliane Pavenec et Patita Savea. Ça part du bout des cocotiers là-bas, jusqu'à ce cocotier qui est là-bas. Et tout ça, là, ici, il y aura déjà le bâtiment. Et sur leur plan, le parking, il se retrouve sur ce terrain-là. C'est donc ici, à la pointe de Porero, que la résidence Areiti pourrait voir le jour. Un projet immobilier de 83 logements qui a déjà fait l'objet d'une étude d'impact sur l'environnement. Et c'est bien sur ce point que certains riverains émettent des doutes. C'est le cas de Jean-François. Moi, j'habite au coin, là, dans la petite darse, où ils veulent justement faire leur rejet. Et donc, leur assainissement de ce côté-là, il est problématique parce qu'on a un seul vent qui intervient, c'est l'Otoerau. Et l'Otoerau, c'est comme une bouteille ici, là, cette partie du lagon. Ça rentre, mais ça sort jamais. Donc, s'il y a une pollution quelconque, ou même si les rejets, ils sont pas propres, eh ben, tout est mort parce que là-dedans, c'est une petite nurserie. Un cahier de doléances est mis à disposition de la population. Pour l'heure, les quelques signataires sont contre ce projet et pas seulement à cause du rejet des eaux usées. Toutes les personnes qui habitent là, qui n'ont pas de voiture, que je précise, pour aller à la plage, il y a là-bas qui est toujours plein. Vous avez de l'autre côté qui est Maui. Donc le seul endroit où ils peuvent venir, c'est ici. Et tout le monde vient ici. Toute la population de Port-Autour vient ici. Et c'est un endroit qui n'est pas connu du monde. Et tant mieux qu'il n'est pas connu du monde. Tant mieux. Et moi, je trouve qu'ils vont mettre des bétons. Comment vont faire notre population pour venir ici? Donc, en gros, il faut qu'ils fassent le tour. Le maire, lui, se veut plus rassurant. Des modifications ont déjà été prises en compte par les architectes. Mais surtout, le Tavana y voit un apport économique pour sa commune. Je suis pour le projet. Parce que ça va donner du travail déjà peut-être pour 3 mois, je ne sais pas combien de temps ça va faire la construction. Et après, une fois que la construction est faite, donc ça va donner encore des emplois pour des personnes qui vont venir peut-être au niveau maintenance, en électricité, en station d'épilation, en jardinage, en ménage, dans les logements. Donc ça va créer des emplois pour la population, peut-être pour la commune. Une réunion entre élus est prévue vendredi et le groupe en charge du projet doit déposer le permis de construire la semaine prochaine. Une affaire à suivre. Octobre Rose, une manifestation pour la vie. Nous vous en parlions hier soir, un rendez-vous annuel pour se parler dans le fond des yeux. Mesdames, n'hésitez pas à faire des mammographies.
La prévention du cancer du sein, c'est le meilleur moyen de le vaincre, sans coup férir. Alors chaque année, la rose est de sortie dans les rues d'Octobre, mais la Covid contraint un peu les organisations habituelles. Mais si et là, des actions. Ce matin, par exemple, un shooting photo pour souligner la grâce et la beauté des dames. Vaya était présente, heureuse, après des années de combat contre la maladie. Son portrait, signé Sybelle Plichard et Ilienko. La vie en rose, après un combat contre le cancer, c'est plus que jamais le vœu de Vaya. En participant à ce shooting photo pour Octobre Rose, elle assume son corps et sa féminité, une victoire. Je suis avec des personnes, des belles personnes, aimables, qui nous mettent à l'aise, qui ne voient pas la femme qui a eu le cancer et qui ne voient pas... Au fait, ils voient la femme naturelle qui vient, voilà. Pas de complexe, c'est ça qui est génial. Je ne sais pas comment expliquer la joie que j'ai dans mon cœur, c'est beaucoup. J'ai beaucoup de joie à donner autour de moi, aux mamans, aux femmes, aux jeunes filles. Sur ces photos avec sa fille, Vaya avait encore les cheveux courts. Et pour cause, 1 an plus tôt, elle subissait l'ablation d'un sein et 4 chimiothérapies. Mais c'est en 2013 qu'elle apprenait la nouvelle. C'est le choc. C'est la vie, ça y est, pour moi, c'est fini, je m'écroule. Je fais du n'importe quoi. Ce jour-là, j'ai pensé n'importe quoi, n'importe comment. J'étais plus la Vaya qui pense comme tout le monde, enfin voilà, moi-même, enfin voilà. Et tout s'écroule. Il me dit « Allô, Vaya ?» Puis je dis « Oui, tantée. » Il me dit « Écoute, il faut que tu viennes me voir. » Aujourd'hui, Vaya est prête à partager son expérience. Tant pis pour les regards malveillants, elle a appris à faire face. Ta famille est là, certes. Ils sont là, ils te soutiennent comme ils peuvent aussi. Ton mari est là comme il te soutient, comme il peut. Mais c'est toi d'abord. C'est toi qui dois décider. Est-ce que je veux ou je ne veux pas m'en sortir? Est-ce que je veux continuer à vivre et vivre comme j'ai toujours fait? Ou je veux vivre et me laisser mourir? Et la vie, elle est finie pour moi. Moi, c'est ce que je fais. Je continue. Continuer en passant peut-être par une reconstruction mammaire, une belle manière, pourquoi pas, de fêter ses 50 ans. Et nous ouvrons le débat avec le docteur Prisca Arthur, radiologue spécialiste du sein. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir, merci de votre invitation. Tout d'abord, un chiffre qui porte l'espérance. 9 personnes sur 10 atteintes, puisque ce sont principalement des dames du cancer du sein, arrivent à en guérir. C'est un chiffre mondial et universel. Oui, moi ce soir j'aimerais apporter un message d'espoir et d'encouragement pour toutes ces femmes et parler essentiellement de prévention. Effectivement, le cancer du sein c'est une épreuve terrible, le témoignage de Vaya est très parlant, mais on a la chance de pouvoir se prévenir ce cancer. Le dépistage, je voudrais inviter les femmes à venir se dépister, à faire leur mammographie tous les 2 ans, pour justement éviter d'en arriver à des traitements lourds. On sait que le cancer du sein, certes, est une maladie très fréquente, mais si on le prend en charge précocement, 9 femmes sur 10 est guérie au bout de 5 ans. Donc c'est un vrai message d'espoir par rapport à cette maladie. Alors qu'ici en Polynésie, on a 6 dames sur 10 qui en guérissent. C'est parce qu'on va trop tard se faire dépister? Alors certes, il y a quelques diagnostics tardifs, mais... les femmes... Vous leur dites, n'ayez pas peur, venez. Oui. Il y a un peu d'appréhension de la part des patientes à venir. Voilà, moi je ressens beaucoup d'appréhension de la part des femmes. C'est pour ça que j'ai envie de les rassurer, de leur dire, c'est un examen qui est simple, qui fait pas mal. Certes, c'est pas toujours très agréable, mais en général, ça se passe très très bien. Et surtout, c'est une chance pour vous de pouvoir être prise en charge précocement. Et puis surtout, je veux leur rappeler que quand elles viennent passer cet examen, 9 fois sur 10, l'examen est normal. C'est un examen de dépistage. Je voudrais qu'elles voient ça comme un geste de bien-être, que ça devienne une petite routine de 50 à 74 ans, comme on se lave les dents ou qu'on va faire son check-up chez son médecin traitant, on vient faire sa radio-titi, on vient faire sa mammographie, et puis en général, tout se passe bien. Vous dites également aux jeunes femmes d'être attentives à leur corps et au moindre soupçon d'aller voir le médecin. Oui, bien sûr. Dès qu'il y a un symptôme, que ce soit une grosseur dans le sein, un écoulement, quoi que ce soit, il ne faut pas hésiter à aller consulter son médecin. Moi, je dis toujours aux femmes, venez, n'hésitez pas, même si vous venez pour rien, qu'on vous rassure, parce que parfois l'examen des seins n'est pas facile. Parfois les seins sont glandulaires, nodulaires. C'est difficile de savoir s'il y a réellement quelque chose. Venez consulter et on pourra les rassurer. On sait qu'une des problématiques de politique de santé publique, c'est l'obésité. Est-ce que c'est un élément aggravant dans l'apparition du cancer ?
Oui, bien sûr. On sait que les cancers sont multifactoriels. Il y a beaucoup de facteurs de risque qui entrent en compte, notamment le tabac, l'alcool. C'est vrai en fait pour tous les cancers, l'alimentation et notamment la sédentarité, le fait de ne pas faire assez de sport et l'obésité pour tous les cancers et en particulier pour les cancers gynécologiques et le sein, c'est effectivement un facteur de risque très important. Docteur, il y a 15 ans que vous êtes à l'hôpital du Taournais. Vous menez des missions dans les îles. Je crois que vous partez la semaine prochaine pour Nukuiva et c'est vraiment un chantier, une opération qui vous tient à cœur. Oui, ça me tient très à cœur parce que c'est important de rendre ce dépistage justement accessible à toute la Polynésie. Et comme on est éparpillés tous dans plusieurs archipels, de pouvoir aller directement au-devant des dames, on a la chance à Nukuiva d'avoir le matériel disponible. Donc c'est avec grand plaisir que je me déplace plusieurs fois par an pour les rencontrer. Et derrière, il y a toute une chaîne de solidarité parce qu'il y a des associations qui sont là, qui accompagnent les femmes, associations des femmes, qui vont aider à financer les voyages. Le transport, effectivement, car la mammographie est prise en charge par la direction de la santé et de 50 à 74 ans, tous les 2 ans. Mais effectivement, parfois, il faut s'organiser pour le transport et pour faire ramener toutes ces femmes là où le matériel est disponible et où il y a un radiologue pour pouvoir les examiner. Allez, et un rendez-vous à se donner le 8 octobre, tous en rose. Tous en rose. Faites tous des belles photos et puis envoyez-nous tout ça. Merci beaucoup, docteur Arthur, d'avoir accepté l'invitation et d'avoir éclairé l'ensemble des téléspectateurs de la première. Très bonne soirée. La mobilisation continue. Les citoyens opposés au pass sanitaire étaient à nouveau dans les rues à l'appel de différents collectifs. À Papeete, plusieurs centaines ont été recensés. Banderoles et slogans contre les lois posant l'obligation de la vaccination. À Bora Bora, c'était là une première, même si une pétition avait déjà circulé dans l'île. Une centaine de participants, tous voient derrière les textes une dimension qu'ils appellent liberticide. Des réactions recueillies à Tahiti et à Bora Bora. Le message fort, il s'adresse principalement aux élus qui ont voté pour cette obligation vaccinale. Ce sont eux les responsables de la situation d'aujourd'hui et si jamais ça doit dégénérer, ce sera eux encore les responsables. Parce qu'ils ont voté pour cette loi, à eux aujourd'hui de trouver le moyen de revenir en arrière et d'annuler cette loi. L'objectif, c'est de rassembler justement tout le monde, de faire passer ce message, non à la vaccination obligatoire. Et nous sommes tous bien sûr solidaires avec les collectifs de Tahiti et nous sommes là pour dire aussi que nous ne voulons plus que cette loi soit vraiment activée le 24 octobre. C'est pour ça que nous nous levons aujourd'hui. On espère de tout cœur que le gouvernement nous entendra. Et si jamais il ne nous entend pas, ce sera la voix de la population alors. Mais vraiment de la Polynésie entière qui vont devoir écouter. Chapitre Covid encore. Et en Calédonie, le confinement est prolongé. 2 semaines supplémentaires. Il sera strict. En 3 semaines seulement, 129 personnes sont décédées sur le Caillou. Et hier, vendredi, le chiffre était de 10 décès. À Nouméa, les autorités font savoir que 96% des personnes dont la vie a été fauchée par le virus n'étaient pas vaccinées. En Nouvelle-Calédonie, toujours l'épouse du leader indépendantiste Yévéné. Yévéné est décédée. Nana, comme l'appelaient ses amis et ses proches, a toujours été aux côtés de son époux dans la lutte et le combat politique. Le maire de Faa, Oscar Temaru, très affecté, a écrit à la famille, parlant d'une dame, je cite, à l'origine de la réconciliation du peuple kanak. Elle est souvent venue ici au Fénois dans le cadre des rassemblements des femmes protestantes. Nous avons passé aujourd'hui un coup de fil à Oscar Temaru, le leader du Tavini. Vous savez, c'est plus qu'une sœur, c'est une grande dame. Les dames d'un certain âge de chez nous connaissent aussi parce qu'elle venait ici avec Marie-Claude Djibaou, d'ailleurs, au rassemblement de l'église protestante Maru, parce qu'ils sont protestants. Et surtout depuis l'assassinat de son époux et de Jean-Marie. C'est dommage qu'elle ne verra pas l'accession de la Kanaki à sa liberté pour laquelle ils se sont tous battus, aussi bien les femmes que les hommes. Quelle est la place de la femme dans cette lutte d'accession à l'indépendance ? Ah, vous savez, le soutien le plus fort, ça a été ces dames-là, que ce soit au niveau des tribus, au niveau de l'organisation du FLNKS. Ce sont de grandes figures, d'ailleurs, qui ont été à l'origine de la réconciliation du peuple kanak. Vous savez ce qui s'est passé à Ouvéa. Elles ont été à l'origine de la réconciliation de toutes les familles, de toutes les tribus kanak. Ils scrutent le ciel, mais en vain, les pluies se font attendre et cela dure, de telle sorte que la Polynésie
vit une période de sécheresse qui dure. Bref, c'est inquiétant. Et ceci est particulièrement vrai aux Marquises, à 1500 km de Papeete. On ne sait plus à quel saint se vouer. À Wapou, c'est terriblement sec. Les risques d'incendie n'ont jamais été aussi importants. Constat d'une situation au rouge vif, signé Gemso avec Lionel Teamoana. Voici comment la sécheresse a métamorphosé les paysages de Wapou. Vue du ciel, l'île marquisienne et ses rivières sont devenues un inquiétant désert aride. Depuis plusieurs mois, la terre des hommes n'a été arrosée que de rares et faibles précipitations. Une situation qui inquiète ce spécialiste de la biodiversité. Et là, on est dans un épisode de sécheresse qu'on n'a jamais vu. Les chiffres le confirment. On n'a jamais eu des sécheresses aussi intenses. On en a eu des plus longues. Mais il y avait toujours un fond d'humidité. Alors que là, les ressources en eau diminuent très très rapidement. Et un feu qui part là, on ne peut pas l'arrêter. Et le risque est réel. On n'est plus dans des risques d'incendie normaux comme avant. Aujourd'hui, on peut avoir un méga-feu qui embrasse toute l'île. Il faut vraiment en prendre conscience. Parmi les premières victimes de la sécheresse, les agriculteurs. Difficile dans ces conditions de faire pousser les semis de légumes. De plus, Météo France ne prévoit pas le retour des précipitations dans les prochains jours. La situation est très préoccupante aux Marquises, où cet indice de sécheresse est très élevé. On peut le voir sur ce graphique, où la ligne verte, c'est 2021, où on voit qu'on est vraiment dans les 20% les plus secs au niveau du sol, en profondeur. Et donc c'est très très favorable aux feux de forêt. Depuis 2018, la sécheresse s'est installée dans l'archipel des Marquises, un phénomène mondial qui se traduit par des feux de forêt, notamment en Australie et en Californie. Les scientifiques s'accordent à dire qu'il s'agit là d'un des impacts visibles du changement climatique. Et il faut croire en la jeunesse. Ils ne sont pas restés les bras ballants, désinvoltes. Les élèves du lycée professionnel de Rayatea n'ont vu que trop les dégâts de la crise économique dans les familles de leurs camarades. Alors, action, réaction, ils ont organisé une grande collecte de denrées alimentaires dans l'établissement. Tout le monde s'y est plié de bonne grâce et de bon cœur, le personnel, les lycéens. À l'arrivée, une solidarité en actes et les colis ont été distribués aux familles en cette fin de semaine. Nous écoutons un professeur, il est au micro de Julien Vesco, notre correspondant. Ce projet est né d'un constat des enseignants pendant le confinement on a constaté que certaines familles ont été fragilisées par la crise sanitaire et du coup on a décidé, à l'exemple du collège de Faroua, de lancer ce projet de solidarité et de venir en aide à ces familles en difficulté. En contactant nos élèves pendant le confinement pour le suivi scolaire, donc certains nous ont parlé bien sûr de la difficulté financière à la maison. Et direction la France, le Grand Pavois, c'est l'incontournable lieu pour les amoureux de la voile et des bateaux. Ce salon se tient jusqu'à ce dimanche à La Rochelle, sur la côte atlantique. Des dizaines et des dizaines de milliers de curieux sont déjà passés par là. Après 12 ans d'absence, c'est le retour de l'association Pacifique France. En fait, c'est comme un filage au théâtre. En effet, Tahiti et les îles voisines seront à l'honneur l'année prochaine. Ce sera le 50e salon. Reportage sur place signé Éric Sintas et Thierry Hilersin. Ça part, hein ? Annick Girardin est un peu dans son élément à La Rochelle. Habituée du Grand Pavois, la ministre de la Mer va vite retrouver les exposants d'outre-mer, comme la Guadeloupe, présente depuis 25 ans, et surtout la Polynésie française. Voilà, il y a une autre île. L'officialisation du Fénois comme invité d'honneur 2022 ravit la ministre. Beaucoup d'élus ultramarins font le pari aujourd'hui de l'économie bleue. La Guadeloupe est présente, la Polynésie et la Calédonie le sont ici au Grand Pavois aujourd'hui. La Polynésie sera l'invité d'honneur l'an prochain. Moi, je crois effectivement à cette possibilité pour les ultramarins de prendre pied dans ce développement international du nautisme. La Polynésie n'a que 25 mètres carrés cette année, mais une mission importante pour l'association Pacifique France. Préparer le terrain, commencer à rassembler les forces vives de la culture polynésienne ici en France. Il y a un vrai travail de préparation, une valorisation de l'image du Fénois à effectuer. On est en train de voir et de réaliser si on ne fait pas carrément sculpter une pirogue ici, en live devant tout le monde. Enfin voilà, on est toujours tourné du coup sur le côté du Var.
Outre l'image et l'aspect touristique, il y aura aussi un véritable enjeu économique, car la filière nautique a su passer la crise et faire le dos rond. Le marché reste dynamique sur la clientèle américaine et les carnets de commandes sont remplis avec un taux d'export des bateaux neufs se maintenant à 76%. Alors Tahiti en pleine lumière, dans ce contexte, ça rend fiers les responsables de Pacific France. Forcément, c'est un grand honneur pour nous de représenter Tahiti et ses îles et les îles du Pacifique aussi. Donc, on ne peut que être heureux de ça et surtout, c'est une date très importante pour eux puisque c'est les 50 ans du Grand Pavois, 50 ans aussi du port des Minimes. Donc, il y a toute une historique dedans et surtout une historique qui nous rappelle que c'est vraiment aussi les océans qui nous rallient. 800 exposants, 750 bateaux, 85 000 visiteurs espérés en 5 jours. Le Grand Pavois fait partie du top 5 des salons nautiques à flot au niveau européen. C'est vers ce public que l'association Pacific France va se tourner pour une véritable opération de séduction. En attendant 2022 et la grande fête de la voile ici, puisque la Polynésie française sera l'invité d'honneur du Grand Pavois à La Rochelle. Et de la musique. Vous l'avez peut-être vu, enfin une façon de parler. Le phare de la Pointe de Vénus s'est éteint hier soir autour de 19h45. La cause, une panne, un défaut de disjoncteur. Les techniciens des phares et balises se sont rendus sur place pour constater les problèmes. Car le gardien, vous le savez, n'habite plus sur place. Lumière devrait revenir ce soir. Pour les amoureux de l'histoire, ce phare date de 1867. Un âge véritablement vénérable. Le bord de route au Fénois, c'est comme une corne d'abondance, pareil au marché des pays de la Méditerranée. On veut dire qu'on y trouve de tout pour le palais, et si possible un palais gourmet. Dans ces étals au vent, le poisson occupe une place de choix. Il vient souvent des Tuamotu, abondant et séducteur. Mais comment tout ceci fonctionne, est organisé, la garantie fraîcheur, le soin apporté? La famille Parker nous livre son savoir-faire, pêcheur et commerçant. Reportage du côté de Fa avec notre ami Ismaël Tayata, Jemso et Tero Rotois. Ce manteau d'un gris argenté ne trempe pas. Le Orave est là. Ici, à Fa'a'a, il a toujours autant de succès. À peine débarqué du Cobia, le poisson est pris d'assaut par les habitués du coin et ceux des communes avoisinantes. 4 paquets, ça fait pas un peu beaucoup pour toi tout seul? Non, parce que c'est pour la famille aussi. Il faut penser à tous ses amis, il faut manger du poisson. Il faut être en santé. Hein? J'aime beaucoup manger le coquina en paparou. C'est très bon. Et là, le Orave, comment ça va être lié? Un peu de cru, un peu de frit, et puis c'est tout. Pierre est issu de Arutua, un atoll d'une superficie de 15 km² situé dans l'archipel des Tuamotu. Là-bas, sa famille est connue surtout dans le milieu de la perle. Mais les Parker ont une autre source propre, les cages à poissons. Chaque semaine, Pierre reçoit du poisson frais de son île. Il gagne sa vie comme ça depuis 23 ans. On n'exagère pas sur les clients, pour le prix. Ici, c'est 1512 orare. Ailleurs, c'est 1508. Voilà la différence. Les gens viennent ici et on donne le choix client. Ils peuvent prendre un peu de ça pour faire un paquet. Les Orave ont été attrapés en début de semaine, alors qu'ils étaient en pleine migration. Ils sont capturés vivants, puis réfrigérés dans la foulée. Mais ce ne sont pas les seuls poissons en vente ce matin. Il y avait des assortis, il y avait du perroquet, caron, hapou, oeo. C'est assorti de poissons, mais c'est les premiers qui partent. Dès qu'il y a du poisson ici, il faut venir et c'est vraiment de la première qualité. Les poissons sont gras et M. Parker, il sait de quoi il parle. Pierre a reçu 5 bacs de poissons, soit 200 pièces par bac, 1 millier de poissons frais en tout. Il devra, avec la réouverture du marché de propriété, son principal concurrent, réduire la voilure pour être sûr d'écouler toute sa marchandise. Ah, ça fait vraiment envie pour les papilles. On va regarder ce qui nous attend sur les écrans de la première pour cette soirée de samedi. Avec tout d'abord le télécrochet de Nagui The Artist, vous le savez, c'est le rendez-vous des auteurs-compositeurs de talent jugés par des professionnels. Et ensuite, le rendez-vous du samedi soir, Simone Bolivar, les intrigues et la lutte pour l'indépendance de l'Amérique latine. 19h passées quasiment de 26 minutes. Nous vous rappelons l'information principale de la journée. Eh bien, elle concerne un projet qui fait tousser la perspective de la construction de 2 immeubles sur 1 hectare de terrain face à la mer. C'est à Taotou que cela se passe. Des pétitions s'organisent, les riverains s'inquiètent. Le permis de construire n'est pas encore signé. Une rencontre mairie-promoteur est prévue à la fin de la semaine prochaine.
Merci d'avoir été fidèle au rendez-vous d'information sur la première. Demain, l'info à la radio. Ce sera le duo Axel Mézinel et Myri Toumarariri. Le journal français à la télévision, comme d'habitude, c'est 19h demain soir. Très belle soirée sur la première et que l'espérance vous accompagne. À demain soir. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.